J'ai obtenu un poste dans une résidence pour personnes dépendantes dans une toute petite ville. J'avais surtout entendu parler de la chambre 221. Mes parents m'ont envoyée dans un hôpital psychiatrique. C'était terrifiant. J'ai été chargée de transférer un bébé à l'hôpital pédiatrique de l'autre côté de la rue. Les deux établissements étaient reliés par un tunnel souterrain où se trouve tout ce qu'on ne veut pas que le public voie. C'est un autre monde. Sarah avait un tableau de communication pour s'exprimer. Elle voulait ce repas pour son père. Mais vous savez qu'il n'est pas là. Je savais qu'il était mort. Mais elle insistait. Je voyais des visages à la fenêtre. C'est là que j'ai commencé à paniquer. J'entendais des gens crier. Il n'y avait personne d'autre. J'étais seule. Elle disait la vérité. Il n'y a pas de mots pour ce genre de peur. J'étais terrifiée. J'étais pétrifiée. Dans un coin tranquille de l'Ohio, dans un comté parsemé de petites villes, l'étudiante infirmière Julie Bidnell envisage une carrière dans la santé. J'étais aide-soignante. J'ai obtenu un poste dans une résidence pour personnes dépendantes dans une toute petite ville. Bonsoir Linda, ça va? Ça va, merci. Tout le monde se connaissait. Et voilà, bon appétit. Et appelez-moi en cas de besoin. D'accord, merci beaucoup. En général, c'était assez calme le soir. On les préparait à aller au lit, on leur faisait leur toilette et on jetait un œil pendant la nuit. Avant de prendre mon poste, j'avais entendu des rumeurs sur l'établissement et sur des événements étranges et effrayants qui s'y étaient déroulés. J'avais surtout entendu parler de la chambre 221 en particulier. On disait que les gens y sentaient ou y voyaient des choses. D'étranges coïncidences s'y produisaient aussi. Bonsoir. Sarah, votre dîner est servi. Sarah, comment ça va? C'était une patiente très spéciale. Quand elle est arrivée dans l'établissement, elle avait tous les os fracturés. Elle ne pouvait pas parler. Dîner. Heure. Sarah avait un tableau de communication pour s'exprimer. Elle pouvait épeler les mots en montrant les lettres. Oui, c'est l'heure du dîner. Vous avez faim? Elle était piégée dans son propre corps. Elle avait besoin d'aide dès qu'elle devait bouger autre chose que ses mains. Père, dîner. Un dîner pour votre père? Elle demandait toujours un plateau en plus. Elle voulait ce repas pour son père. Mais vous savez qu'il n'est pas là. Je savais qu'il était mort, mais elle insistait. Je ne sais pas pourquoi, je la croyais. D'accord, Sarah. Je vais en chercher un autre. Je rapportais un plateau et je l'installais à côté du sien. Pour lui faire plaisir, je pense. Ça vous va?
Et les gens trouvaient ça étonnant que je la croie, dans une certaine mesure. Il n'a pas fallu longtemps pour que Julie vive une nouvelle expérience insolite avec Sarah. Bonne nuit. Bonne nuit. On avait couché tout le monde, les lumières étaient éteintes. Le calme s'installait pour venir conclure cette journée. Sarah a appelé. Qu'est-ce qu'il y a, Sarah? Dites-moi. Elle n'avait pas son tableau avec elle. Je le lui ai donné. L-I-N-D-A, Linda. Calmez-vous, elle va bien. Elle me disait d'aller voir Linda. Je lui ai dit qu'elle allait bien, qu'elle était couchée. Mais elle insistait et s'affolait. Tout va bien, Linda va bien. Elle se retrouvait tous les soirs. Sarah ne pouvait pas communiquer avec elle. Mais Linda était une vraie pipelette et parlait sans arrêt. Elles étaient devenues amies. Dehors, fenêtre. OK. Dehors, fenêtre. Linda est partie par la fenêtre? Elle disait que Linda était sortie par la fenêtre. Je lui ai répondu, Sarah, Linda ne peut pas sortir par la fenêtre. Elle ne peut pas marcher. Elle n'est pas capable de sortir par la fenêtre. Ça va, Linda va bien. D'accord, d'accord. J'y vais. Je suis allée voir Linda. Linda? Et je l'ai trouvée dans son fauteuil roulant, face à la fenêtre. Qui vous a assise dans votre fauteuil? Personne ne l'avait aidée. Linda était partie. Elle était morte. Le fait que Sarah m'ait affirmé que Linda était sortie par la fenêtre m'a fait réfléchir plus sérieusement à tout ce qu'elle avait pu me dire avant. Julie va vite se rendre compte que ce n'est que le début des prédictions troublantes de Sarah. 2 semaines plus tard, on a accueilli une nouvelle résidente, Martha. On va prendre soin de votre mère. Voilà sa chambre. Elle avait besoin d'aide, mais elle pouvait marcher. Elle était assez autonome. Sa fille l'accompagnait. C'était elle qui s'en était occupée avant de l'amener ici. Merci. Puis sa fille est sortie de la chambre, bouleversée. Tout va bien? Je peux vous aider? C'est ma mère. Elle chante. Ça faisait près de 20 ans que ça ne lui était pas arrivé. Elle m'a dit, ma mère n'avait pas chanté depuis 20 ans. Je pense qu'il va se passer quelque chose. Ne vous en faites pas, votre mère sera bien ici. Et elle chante, ça doit être bon signe. Je l'ai raccompagnée jusqu'au parking, je lui ai dit au revoir et je suis revenue. Sarah? Qu'est-ce que vous faites là? Sarah était dans le couloir, juste devant la porte de Martha. Et d'un seul coup, elle recommence à s'affoler sans raison. Qu'est-ce que... Sarah, du calme, ça ne va pas? Elle faisait tomber des objets. Elle essayait de me dire quelque chose. M-A-R... Oui, Martha, elle vient d'arriver. Comment vous la connaissez? Je ne sais pas d'où elle tenait son nom, parce qu'elle ne l'avait jamais croisée. Elle bougeait son doigt avec insistance. Partir? Elle répétait « Martha part, Martha part ». Non. Martha se repose dans sa chambre. Elle va bien. D'accord. Je vais vérifier. Alors je lui ai dit « Je vais vérifier. Je vais voir Martha ». Oh non! Martha, Martha, vous m'entendez? Je suis entrée dans la chambre et Martha était morte. En 5 minutes, elle nous avait quittés. C'était la 2e fois que ça arrivait.
Sarah n'avait aucun moyen de savoir ce qui était arrivé à Martha. Elle n'avait pas pu regarder dans sa chambre. Elle ne pouvait pas se déplacer seule. Je pense qu'elle voyait des choses invisibles pour nous. Sarah avait eu un accident grave qui lui avait certainement occasionné un traumatisme cérébral. Il existe de nombreux témoignages de victimes de traumatismes crâniens ou d'anomalies cérébrales, souvent au niveau du lobe temporal, près de la glande pinéale, qui est le siège de la sagesse spirituelle. Pour les hindous, c'est le chakra du troisième œil qui régit la conscience spirituelle. La stimulation de cette zone ouvrirait donc un troisième œil qui aiguise la perception et induit des expériences mystiques. Ça faisait 2 fois que j'en avais été témoin. Elle avait vu juste au sujet de Linda et de Martha, qui étaient bien partis. Après autant d'événements inexplicables, Julie décide de se confier à une collègue. Je ne sais pas ce qui se passe avec la chambre 221. J'ai assisté à des choses effrayantes. C'était calme, personne n'appelait. On parlait de ce qui se disait sur la chambre 221. Tu devrais tester l'application de détection de fantômes. Une app? Oui. Ça existe? Oui, regarde. Elle avait entendu parler d'une application pour mobile qui permettait de détecter la présence de fantômes autour de soi. Alors on s'est dit qu'on allait l'essayer. Ça ne donne rien. Ah, c'est sans doute une arnaque. On s'est dit que c'était stupide. On n'était pas convaincus. Quand on parle du loup, Tu viens avec moi? trouillarde. On est entré dans la chambre. Sarah, vous avez appelé? Nos téléphones se sont mis à sonner dans nos poches. Ça nous a fait peur. Julie. 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 On a quitté la chambre à toute vitesse. Désolée d'avoir eu cette idée. On a immédiatement éteint nos téléphones. Après ça, on a fermé et effacé l'app. On n'a plus jamais joué avec. Après cet incident perturbant, le calme est revenu. Mais Julie n'a pas encore vécu son expérience la plus effrayante. Quelque temps plus tard, je marchais dans le couloir et j'ai vu ce qui m'a semblé être une infirmière entrer dans la chambre de Sarah. J'arrive dans 2 minutes. Une fois qu'on avait fini nos propres tâches, on allait aider les autres. J'ai vu quelqu'un traverser la pièce pour aller dans la salle de bain et je me suis dit que c'était ma collègue. Hé, je suis venue t'aider. J'ai un peu rangé la chambre pour le lendemain matin. Il n'y avait personne d'autre. J'étais seule. Qui est là?
Quand j'ai compris qu'il n'y avait personne dans la salle de bain, je suis allée voir si Sarah allait bien. Elle avait une photo d'elle avec son père. Et quand je l'ai regardée, j'ai eu comme l'impression que je l'avais déjà vue. Pour moi, il ne faisait aucun doute qu'elle disait la vérité. Son père était dans la chambre et c'était lui que j'avais aperçu. L'histoire ne s'arrête pas là. Après avoir travaillé 2 ans dans l'établissement, j'avais fini mes études et pris un poste à l'hôpital du secteur. Il était temps de passer à autre chose. J'étais chez moi en train d'arroser des plantes et j'ai senti une puissante odeur d'œillet. C'était tellement présent que ça m'a fait penser aux maisons funéraires. Quand j'étais plus jeune, ma grand-mère m'avait dit que si jamais je sentais une forte odeur d'œillet, il fallait que je sois vigilante, car quelque chose allait se passer. Alors je me suis dit que j'allais vérifier mes messages. Et j'en avais un. Bonjour Julie. Qui m'annonçait la mort de Sarah. Je suis désolée. Je sais que tu étais proche d'elle. Cette odeur d'œillet, je ne sais pas si c'était lié à Sarah. Je ne suis pas sûre de ce qu'elle signifiait. C'était peut-être sa manière de me dire au revoir, je ne sais pas. C'était presque rassurant. Bizarrement, c'est comme si elle était à nouveau mon amie. Ça m'a clairement ouvert les yeux. J'ai prêté plus d'attention à ce que disaient les gens. Encore aujourd'hui dans mon travail, quand quelqu'un raconte quelque chose d'incroyable, je l'écoute et jusqu'au bout. J'écoute. Mon histoire s'est déroulée en 1987, quand j'étais adolescente. Mes parents venaient de perdre leur ferme. Alors il y avait beaucoup de tensions et de bouleversements dans la famille. Et cette situation a généré beaucoup d'anxiété chez tout le monde, moi y compris. Mes parents étaient démunis face à mon comportement. Je ne savais vraiment pas comment être heureuse. Quand ils n'ont plus su quoi faire pour m'aider, mes parents m'ont envoyée dans un hôpital psychiatrique de la région. Une nouvelle âme perdue, hein? J'avais l'impression d'arriver en prison et que je n'en sortirais plus jamais. C'était effrayant. C'était une frayeur d'un nouveau genre. Bienvenue, Anne. On veut que tu te sentes bien ici. Anne essaie de s'adapter à son nouvel environnement. Mais ce n'est pas facile. On se retrouvait dans la grande salle pour jouer. On y trouvait des jeux, si on peut appeler ça comme ça, et le bureau des infirmiers. Il n'y avait pas beaucoup d'interactions. Moi, je devais gérer ma tendance à l'automutilation.
J'avais beaucoup d'empathie pour les gens qui m'entouraient. Et par la suite, j'ai appris que mon empathie ne concernait pas que les vivants. C'est ma mère qui l'a fait. Je ne savais pas que vous passeriez. Du sucre? J'ai essayé d'en parler à mes parents. Mais malheureusement, ils n'ont pas compris ce qu'il se passait. Surtout quand je leur décrivais des membres de la famille que je n'avais jamais rencontrés de leur vivant. Ça les a épouvantés. Oups. Désolée. Ça n'allait pas. Je me sentais isolée là où j'étais censée avoir ma place. J'étais encore seule. Anne? C'est l'heure de ton rendez-vous avec le médecin. Il se demande où tu es. Oh, j'avais oublié. Merci, madame. Appelle-moi Kerry, d'accord? Tous ceux à qui j'en avais parlé ne me croyaient clairement pas. Ils détournaient les yeux ou regardaient leurs chaussures. C'était affreusement excluant. Anne fait tout ce qu'elle peut pour essayer de comprendre ce qu'elle ressent et ce qu'elle voit. Au bout du bâtiment, il y avait des vitres qui donnaient l'impression d'être en prison. Allez. Par cette fenêtre, on pouvait voir l'ancien bâtiment d'en face. Je lui propose. Tu veux nous aider? Moi? Elle est spé. À chaque fois que je regardais dehors, je voyais des visages à la fenêtre. On aurait dit d'autres patients, des adultes. Il y a quelqu'un en face! Cette partie de l'hôpital a été déclassée. Il n'y a que des archives. Je sais ce que j'ai vu. Ouais, t'en parleras à ton psy. Beaucoup pensaient que j'avais une imagination débordante. D'autres estimaient que je voulais attirer l'attention. Moi, je te crois. Plus les semaines passent, plus Anne est convaincue que le bâtiment abandonné n'est pas vide. J'entendais des gens crier au secours. Et c'était encore pire le soir. Je voyais des flashs de lumière. Ça s'est rallumé! Fais voir. Il n'y a rien. Quand elles s'allumaient, on essayait toutes de les voir. Parfois, elles les apercevaient. Vous êtes ridicule. T'es fier de toi? Regardez vous-même. Mais juste au moment où le personnel venait voir, les lumières s'éteignaient. C'était comme si elles essayaient d'attirer uniquement l'attention des plus jeunes. Oui. Rien. Mais tu sais quoi? Je vais demander l'autorisation de vous y emmener. Pour vous montrer qu'il n'y a rien. Ils se sont concertés et nous ont annoncé « Ok, on vous y emmène. On fait juste un tour rapide. On va vous montrer qu'il n'y a personne à l'intérieur. Voilà les règles. Tout le monde en file indienne, on reste ensemble et on ne touche à rien.
On est allé du rez-de-chaussée au sous-sol. On s'est demandé, bon, pourquoi est-ce qu'on va au sous-sol? Personne n'avait parlé du sous-sol. On a commencé à avancer dans un tunnel si noir qu'il semblait nous avaler. Attention, vous marchez. On dirait une crypte. Allez, par ici. L'odeur de poussière, de moisi et de renfermé était prégnante. J'avais trop peur et pour faire demi-tour dans le tunnel et pour avancer. J'étais pétrifiée. Allez, Anne. Tu ne voudrais pas rater le meilleur. Pendant que je montais les escaliers, j'entendais mes pas résonner dans le bâtiment. Le son se propageait tellement que le bâtiment semblait vraiment vide. Une fois arrivé en haut, j'ai tendu l'oreille. Je cherchais à entendre les bruits que je percevais le soir. Les appels au secours. Mais je n'entendais rien. Anne! C'est répugnant ici. Non, c'est super. Les autres ne nous croiront pas quand on leur dira. Ce sont juste des vieilleries qui sont restées là. Je vous l'avais dit. Oui, je sais. Ça doit être Ça, c'est... du matériel, du vieux matériel. Qu'est-ce que c'est, ça? Dans un coin, j'ai vu une femme dans une baignoire remplie de glace. J'ai regardé à nouveau et il n'y avait plus rien, même pas une baignoire. Eh oh! Les filles? Vous êtes où? Anne! On est là! Je sentais qu'il y avait quelque chose près de la fenêtre. J'avais peur de regarder parce que je savais qu'il devait s'agir d'un homme que j'avais vu. Il était allongé sur une table, attaché. Il avait quelque chose dans la bouche et ils étaient en train de lui faire des électrochocs. J'ai fermé les yeux. Je les ai rouverts. Et là, il était assis. Anne! Au secours! On est là, tout va bien. La responsable a dit... Bon, on sort de là, on rentre. Allez, on s'en va. La fête est finie. On rentre. Allez, là, mon cœur s'est arrêté.
Je sentais quelqu'un s'approcher de moi. J'étais toute seule. Je ne savais pas ce qui m'attendait. Voulait-il me faire rester? J'ignorais ce qu'il voulait. Et j'avais peur de le découvrir. Il n'y a pas de mots pour ce genre de peur. Ça n'existe pas. Même dans les gros mots, on n'en trouve pas pour nommer ce genre de terreur. Et il a disparu. Pouf! Volatilisé. Anne! Dépêche-toi! J'entendais le bruit des autres qui continuaient à avancer. Mais moi, j'étais seule. Je voyais son visage et ses yeux. Et il me regardait. Non! Je ne vous laisserai plus me terroriser! Je n'ai pas peur de vous. Je n'ai pas peur de vous. À ce moment précis, une connexion s'est faite entre nous. Les émotions qui me submergeaient, ce sentiment de solitude et cette tendance à me faire du mal, ça ne m'appartenait pas, c'était à lui. Ça a été une révélation. Ok, je suis à nouveau en sécurité. Il y a des gens qui voient le monde avec d'autres yeux. Qu'ils s'appellent médiums, hypersensibles, voyants ou empathes, ils voient des choses que nous, on ne voit pas. Et il n'est pas rare de voir ces capacités confondues avec des pathologies mentales. Mais comment faire la différence entre une authentique sensibilité psychique et une maladie mentale? Parfois, il est possible de valider la médiumnité. Quand on obtient par des moyens paranormaux des informations qui n'auraient pas été accessibles autrement, comment l'expliquer sinon par cette prédisposition? Anne ose enfin partager ses expériences avec la seule personne qui lui inspire confiance. J'ai vu une femme. Elle était dans une baignoire et elle pleurait. Je lui ai dit que les gens que je voyais n'avaient rien d'imaginaire. J'étais capable de donner des détails qui prouvaient qu'ils étaient réels. Je ressentais une grande terreur, mais ce n'était pas la mienne. Je crois que j'ai ressenti ce que ces personnes ont enduré. Anne, je te crois. Je suis sûre que tu vois d'autres choses que nous tous. C'était la première qui avait l'air de me croire. L'intérêt qu'on a porté à ce vieux bâtiment a donné lieu à d'incroyables histoires. Tous les enfants adoraient en raconter et en inventer. Mais il me semble qu'on a arrêté de chercher des visages comme avant, après notre excursion. J'ai quand même continué à regarder si je voyais cet homme, mais je ne l'ai plus jamais aperçu dans le bâtiment. Au sud de l'Ontario, dans une grande ville animée, l'infirmière Sarah Fung commence sa journée dans un hôpital du centre. Je suis infirmière et j'ai travaillé dans le service de soins intensifs de néonatologie. Donc je m'occupais des prématurés ou des bébés qui étaient nés avec différents problèmes. J'ai beaucoup aimé ce poste parce que j'avais le sentiment de faire une différence dans la vie des gens.
Cette nuit-là, j'ai été chargée de transférer un bébé de notre maternité à l'hôpital pédiatrique de l'autre côté de la rue. Il avait besoin d'une intervention vitale. Vous êtes le brancardier? Oui, L'équipe se prépare. Amenons-leur ce bébé. ça marche. Il fallait rapidement le transporter d'un hôpital à l'autre. Il y avait deux moyens de lui faire traverser la rue. Le premier, c'était en ambulance, mais c'était plus lent et plus complexe. Le deuxième consistait à emprunter le tunnel souterrain, ce qui était plus rapide et plus efficace. Le transport d'un bébé demande une bonne coordination et nécessite beaucoup de matériel. Le plus important est la couveuse. Le bébé doit faire le trajet dedans. Allez, on y va? Pour accéder au tunnel, ils empruntent un ascenseur jusqu'au deuxième sous-sol. Le deuxième sous-sol de cet hôpital est le niveau où se trouve tout ce qu'on ne veut pas que le public voit. La morgue, le tunnel. C'est un autre monde. Les claustrophobes ne peuvent pas se sentir à l'aise dans ce tunnel. On ne voit pas très bien ce qu'il y a autour de nous, ni devant, ni derrière. Ce n'est pas un endroit agréable. Alors que j'avançais, tout à coup, j'ai entendu un drôle de son. J'avais l'impression qu'il venait de derrière mon épaule. On aurait dit une expiration près de mon oreille. Ça m'a donné des frissons dans le dos. Mais j'avais l'impression que quelque chose flottait derrière moi. J'ai encore entendu cette même respiration et senti l'air sur mon oreille. C'est là que j'ai commencé à paniquer. J'avais peur de regarder derrière moi. Je voulais juste faire ce transfert. L'autre inconvénient de ce tunnel, c'est qu'on ne captait pas vraiment le réseau avec nos téléphones professionnels. Donc on ne pouvait pas demander de l'aide en cas de besoin. C'est le vôtre? Non, je n'en ai pas. La première chose que j'avais remarquée, c'était un téléphone rouge à l'ancienne accroché au mur. Ce genre de poste est généralement réservé aux appels d'urgence. Quand on est arrivé à proximité, il s'est mis à sonner. Je me suis dit qu'il allait sans doute s'arrêter, mais il a continué. On va s'arrêter. C'est urgent, on doit continuer. On s'arrête. Je me disais qu'on avait peut-être besoin de moi. Alors j'ai décidé d'aller décrocher le téléphone. Quand j'ai regardé le brancardier, son regard me disait de ne pas le faire. À ce moment précis, j'étais terrifiée. Je me souviens que j'avais les mains moites quand j'ai pris le combiné. Puis je l'ai porté à mon oreille. J'ai entendu le même bruit de respiration que j'avais perçu avant de décrocher, mais cette fois, il venait du téléphone. Après ça, j'ai paniqué. J'avais le cœur qui s'emballait. Et j'ai immédiatement raccroché. Il faut y aller. Vite! J'ai dit au brancardier qu'il fallait qu'on reparte.
Je ne lui ai pas raconté parce que je ne voulais pas qu'il se mette dans le même état que moi. Et je pensais aussi qu'il ne me croirait pas. Ce qui a pu être transmis à Sarah pendant cet appel, quand elle a entendu quelqu'un rendre son dernier soupir, c'est éventuellement une imitation. Parfois, lors des manifestations malveillantes, les entités négatives utilisent les sons de leur environnement, les sons familiers d'un endroit, et les imitent soit pour provoquer une réaction, soit pour faire peur. On avait à peine avancé de 4 ou 5 mètres dans le tunnel que le même téléphone s'est remis à sonner. Je sentais qu'il y avait quelque chose avec nous. J'avais l'impression d'être observée. Je me suis mise à avoir des sueurs froides. J'avais vraiment peur qu'il m'arrive quelque chose, mais aussi au bébé ou au brancardier. Tout va bien, Poussin. On y est presque. On a fini par arriver hors de portée du téléphone, à l'autre bout du tunnel. Allez, allez, allez! Quelque chose ou quelqu'un se déplaçait plus loin. On avait l'impression qu'il essayait de se défendre et de marquer son territoire à l'endroit où se trouvait le téléphone. Allez, allez, allez! Une fois dans l'ascenseur, j'ai regardé une dernière fois derrière moi. La porte de l'ascenseur se referme. Et Sarah quitte le tunnel pour rejoindre l'hôpital pédiatrique. Le bébé est arrivé sans encombre à l'hôpital pédiatrique et d'après ce qu'on m'a dit, l'intervention s'est bien passée. On n'a pas l'espace nécessaire pour partager ce genre d'expérience. En tant qu'infirmière, on ne croit qu'en ce qui est scientifiquement justifiable. Alors quand ce genre d'événement inexplicable se produit, soit on fait comme s'il ne s'était rien passé, soit on se dit que c'est le fruit de notre esprit. On n'en parle pas parce que ça n'a rien de rationnel. D'habitude, les appels téléphoniques paranormaux sont des messages qu'envoient des proches pour dire qu'ils vont bien. Dans ce cas, ça n'a rien à voir. Personnellement, d'après ce qu'a raconté Sarah, je dirais que l'entité a directement reflété son état d'esprit, sa peur. Il lui a renvoyé l'urgence dans laquelle elle était. Et il a imité tout ça presque instantanément. J'ai continué à travailler là pendant 2 ans, mais je ne suis jamais retournée dans le tunnel. Il existe toujours. Je pense que la chose qui y rôde est prise au piège et s'y trouve encore aujourd'hui.